Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti pour un petit tirage et je vais prendre le Pop Art Tarot. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Alors, on a la passion qui est le cavalier de bâton. On a le diable. Et on a le roi de coupe, mais inversé, avec l'intelligence créative. Bon, là, j'ai quelqu'un qui va se faire happer par une idée ou une envie extrêmement forte. Avec le cavalier de bâton, il y a de la passion, il y a de l'excitation, l'envie de foncer. Mais juste derrière, avec le diable, attention parce que cette envie pourrait devenir très vite une obsession. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière carte me parle d'intelligence créative ici, mais inversée. Et donc j'ai l'impression qu'on est face à une personne qui a énormément d'idées, énormément de potentiel, mais elle ne sait pas encore quoi en faire. Et donc elle pourrait même être en train de gâcher une partie de son talent parce qu'elle s'éparpille, parce qu'elle doute et parce qu'elle cherche trop à provoquer quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui est en train de devenir tellement obsessionnel que ça va pousser cette personne à créer ou à développer quelque chose? On a l'attraction avec le cavalier de coupe, pardon. Et on a le pendu. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui exerce une attraction très forte. Ça attire, ça fascine, ça donne envie d'aller. Mais derrière, le pendu il bloque complètement le mouvement. Un peu comme si cette personne elle était captivée par quelque chose qu'elle ne peut pas encore atteindre ou qu'elle n'arrive pas à vivre pleinement. Et avec le diable qu'on avait juste avant, ça peut devenir très obsessionnel. Plus ça lui échappe, plus ça l'attire. Et donc j'ai quelqu'un qui pourrait être littéralement suspendu à un désir, une envie, une idée ou même une personne, sans parvenir à passer à l'action. Jusqu'où cette obsession, elle peut pousser cette personne? Je sais pas si c'est toi qui me dis ça. Attends, parce que j'en ai plein qui se sont retournés là. Il y a beaucoup trop de cartes. Et ici, hop, comme ça, comme ça. Et j'en ai une qui a sauté. Ah, la carte du charisme. La reine de bâton, pardon. Mais donc cette personne ne va pas forcément forcer les choses de manière frontale. Elle va jouer sur son pouvoir d'attraction. Et donc, elle peut possiblement changer, changer son attitude, sa manière de parler, son apparence, se montrer beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus séduisante, beaucoup plus visible, avec une intention derrière. Avec le diable qu'on avait avant, ça peut même devenir quelque chose de très calculé. Je sais l'effet que je produis et je vais clairement m'en servir. Donc là, j'ai plus quelqu'un qui attend passivement, mais j'ai plutôt quelqu'un qui pourrait provoquer une situation exprès, se mettre en scène, chercher à attirer le regard ou réveiller un désir chez quelqu'un. Et qu'est-ce que cette personne, elle cherche exactement à provoquer avec ce jeu de séduction-là? Attends, parce que j'ai mon jeu qui s'est complètement retourné dans tous les sens. On a la carte de l'équilibre. Donc équilibre qui est le deuxième de denier. Là, ça devient intéressant
Parce que cette personne, elle est en train d'essayer de gérer 2 réalités en même temps. Mais on a quand même un angle un peu plus tordu, c'est que cette personne ne cherche pas seulement à séduire. Donc elle veut tenir 2 réalités en même temps, sans en lâcher aucune. Et donc elle veut jongler et garder plusieurs possibilités ouvertes ici. Et surtout éviter d'avoir à choisir. Et avec le charisme et la reine de bâton juste avant, je me demande si elle ne joue pas volontairement sur son pouvoir d'attraction pour réussir à garder justement 2 situations sous contrôle. Et donc ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 vies, ça peut être 2 projets, même 2 versions d'elle-même. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très calculé dans cette volonté de rien perdre ici. Et c'est quoi exactement les choses que cette personne elle essaie de maintenir en même temps? Alors, on a le monde avec le monde tout court. C'est une arcane majeure. Et on a le 2 de coupe avec les affinités. Ok. Oups. Bon, il commence à pleuvoir. Si jamais il y a trop de bruit, j'irai fermer la fenêtre. Alors, avec le monde, j'ai une image publique très maîtrisée. C'est quelqu'un qui veut paraître accompli, à sa place, bien vu, parfaitement intégré dans son environnement. On montre quelque chose de lisse, de complet et presque irréprochable. Mais juste à côté, j'ai le 2 de coupe avec l'affinité. Et donc, derrière cette image-là, il y a un lien particulier, une connexion privilégiée, une entente spéciale avec quelqu'un. Autrement dit, cette personne, elle ne montre pas le même visage à tout le monde. Elle a une façade pour l'extérieur et un autre visage dans une relation beaucoup plus complice, beaucoup plus intime et beaucoup plus ciblée. On pourrait même se demander si c'est pas quelqu'un qui s'adapte à son interlocuteur, qui crée une affinité très forte avec une personne précise, tout en continuant à entretenir une image parfaite vis-à-vis du reste du monde. Ok. Et à qui cette personne ne montre pas du tout le même visage. Attends, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Tac, 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 tac. Ouais. Alors, on a la hiérarchie, le roi de bâton. Roi des épées, pardon. Attends, je vais remonter un peu pour que tu vois. Hop. Donc la personne avec laquelle ce double visage apparaît n'est probablement pas n'importe qui. J'ai quelqu'un qui possède une forme d'autorité. Un supérieur, un dirigeant, quelqu'un de très installé dans une structure, ou simplement une personne qui a davantage de pouvoir décisionnel. Et ça change un petit peu la lecture. Parce qu'on avait le monde, donc avec l'image parfaite montrée à l'extérieur, ensuite le 2 de coupe, une affinité particulière, un lien privilégié, et maintenant, on découvre que cette connexion pourrait être entretenue avec quelqu'un situé plus haut dans une hiérarchie. Et donc, est-ce que cette personne est en train de cultiver secrètement une proximité avec quelqu'un d'influent? Est-ce qu'elle adapte complètement son comportement devant cette personne parce qu'elle sait qu'elle peut en tirer quelque chose? Ou est-ce qu'il existe carrément une relation particulière entre les autres que les autres ne soupçonnent pas ici? Parce que là, le double visage pourrait surtout servir à cacher une alliance.
Mais qu'est-ce que cette alliance avec cette personne de pouvoir lui permet d'obtenir en secret ici? Alors, on a la lune et la défaite. Donc la défaite, c'est le 5 des épées. Oula. Symboliquement, ça assombrit franchement l'alliance. Là, on n'est plus seulement dans je connais quelqu'un d'influent, on peut lire une proximité qui sert à naviguer dans le flou, contourner quelque chose ou prendre l'avantage sans tout montrer. Et là, ça devient beaucoup plus trouble. Donc, ce que cette alliance lui permet d'obtenir à cette personne, c'est pas quelque chose qui se fait forcément au grand jour. La lune me parle de zones grises, de choses qu'on ne dit pas, d'informations incomplètes, pardon, de comportements qui restent volontairement difficiles à lire. Et avec le 5 d'épée, là, il y a clairement une notion d'avantage, de rapport de force, de stratégie, voire de victoire obtenue d'une manière qui ne serait pas forcément très élégante ici. Et donc, cette personne pourrait entretenir ce lien privilégié avec quelqu'un de plus haut placé pour justement avoir accès à quelque chose que les autres n'ont pas. Des infos, une protection, une influence, une longueur d'avance. Et surtout, elle pourrait continuer à afficher une image parfaitement normale, pendant que dans l'ombre, elle joue une toute autre partie ici. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans l'ombre grâce à cette alliance ici, à cette personne? On a la division avec le 2 d'épée et la défaite avec le 10 d'épée. Ok. Et on a l'intuition avec le page de coupe. Bon, bah là, je crois qu'on vient de mettre le doigt dessus. Alors, j'ai la division avec le 2 d'épée. Ensuite, la défaite avec le 10 d'épée. Et derrière, le page de coupe avec l'intuition. Donc, ce qui se joue dans l'ombre, ça pourrait carrément consister à créer ou entretenir une séparation. On divise, on met deux personnes, deux camps ou deux versions d'une histoire, face à face. Et avec le 2 d'épée, personne n'a forcément toutes les informations pour comprendre ce qui se passe réellement ici. Et dans cette division, il y a quelque chose qui n'est pas anodin. Cette division, elle peut j'allais dire construire, amener quelqu'un à être complètement évincé, isolé, discrédité ou poussé jusqu'au point de rupture. Mais là où ça devient très croustillant, c'est la dernière carte, le page de coupe, l'intuition. Parce qu'il y a quelqu'un qui commence à sentir que quelque chose ne colle pas forcément parce qu'on lui a donné une preuve, pas forcément parce qu'on lui a tout raconté, mais parce qu'il y a un détail, une attitude, une parole qui commence à faire tilt. Et ça peut devenir très dangereux pour quelqu'un qui fonctionne justement grâce au flou et au double visage. Parce que parfois, tout un système tient tant que personne ne se pose la question. Et là, j'ai justement quelqu'un qui commence à se poser la question. Et c'est quoi le détail qui va faire comprendre à quelqu'un qu'il a été manipulé? L'étoile. Bon, bah c'est là où tout le monde s'allume une clope parce que ça va devenir très drôle. L'étoile. Pour le détail pardon, qui va faire comprendre à une personne qui, il ou elle, a été manipulée, c'est presque comique, parce que c'est justement ce qui devient visible.
Ouh, ça c'est drôle. Donc, le détail qui va faire comprendre à quelqu'un qu'il y a eu manipulation, c'est peut-être même pas quelque chose de caché, au contraire, ça peut être quelque chose qui devient beaucoup trop visible. Une publication, une photo, une attitude en public, euh, une confidence lâchée devant la mauvaise personne, quelque chose qui est montré sur les réseaux, ou simplement quelqu'un qui se met tellement en avant qu'il finit par révéler lui-même une incohérence. Et c'est assez ironique parce qu'on avait justement quelqu'un qui semblait vouloir maîtriser son image. Sauf que, à force de vouloir briller, de vouloir être vu, de vouloir contrôler ce que les autres pensent, bah, il ou elle pourrait laisser apparaître exactement le détail qu'il fallait absolument cacher. Et donc là, j'ai presque l'impression que le masque ne tombe pas parce que quelqu'un enquête, mais le masque tombe parce que cette personne se montre trop. Et qu'est-ce qu'elle va montrer elle-même sans comprendre qu'elle se tire une balle dans le pied, au fait. Ouh. La persévérance, le chevalier de denier. Donc, ce que cette personne va montrer sans comprendre qu'elle se grille, c'est possiblement pas un détail isolé. C'est quelque chose qu'elle va répéter encore et encore et encore et encore. Une habitude, une présence régulière, une façon systématique d'agir, de parler, de soutenir quelqu'un, d'être toujours au même endroit, au même moment. Euh, quelque chose qui, pris une seule fois, paraît complètement banal. Mais, à force de répétition, c'est quelqu'un qui va faire le rapprochement. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que cette personne, elle pourrait être persuadée d'être prudente, justement parce qu'elle ne fait rien de spectaculaire. Sauf que elle va être beaucoup trop constante. Et le cavalier de denier dit je fais toujours pareil, tranquillement, méthodiquement, tranquille et tendu. Hein. Et quelqu'un va finir par se dire non, mais attends, pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours avec cette personne? Pourquoi cette situation revient systématiquement? Et donc, ce qui va la trahir, c'est pas forcément une erreur, mais c'est son propre schéma. En fait, elle va se griller toute seule ou tout seul par habitude. Et quelle habitude répétitive va permettre de reconstituer cette histoire-là? Ça peut être un détail tout bête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pape inversé et on a le jugement. Ouh. Pop, 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 pop. Ben, ce qui va ressortir, en fait, c'est une entorse répétée à une règle, à un cadre ou à une position officielle, et quelqu'un va finir par la confronter au fait. Cette personne pourrait avoir pris l'habitude de contourner un cadre, une règle, une procédure, une hiérarchie, ou tout simplement d'agir de manière qui ne correspond pas du tout au rôle qu'elle prétend tenir officiellement. Et tant que ça reste ponctuel, personne ne fait forcément le rapprochement. Mais, souvenez-vous bien, juste avant, on avait la persévérance et le cavalier de denier, donc elle répète le même fonctionnement, encore et encore et encore et encore et encore. Et à un moment donné, il y a la carte du jugement qui arrive, et donc quelqu'un reprend les faits, quelqu'un compare, et quelqu'un se rend compte que en fait, c'est pas une exception, mais un schéma. Et là, ça peut piquer parce que le jugement, c'est le moment où quelque chose qu'on croyait enterré ou banal revient sur la table avec une toute autre lecture ici. Et donc,
J'ai presque quelqu'un qui pourrait finir par se faire griller, non pas parce qu'il a commis une énorme erreur, mais parce qu'en répétant constamment la même entorse au cadre, il ou elle finit par laisser une trace impossible à expliquer. Et là, on va aller creuser la petite dinguerie. Quand tout ce schéma sera compris, qu'est-ce qu'on va découvrir qu'elle obtenait réellement en contournant ces règles? On a l'intellect avec le page des épées. Et on a les souhaits exaucés avec le 9 de coupe. Et bien cette personne, pardon, ce qu'elle obtenait, c'était de l'information et un avantage personnel. Donc là, on comprend enfin ce qu'elle cherchait réellement à obtenir. Avec le page d'épée, derrière tout ce fonctionnement, il y a une recherche d'informations. Observer, écouter, poser les bonnes questions, récupérer des détails, comprendre ce que les autres préparent, parfois sans donner l'impression qu'on est en train de se renseigner. Genre. Et juste derrière, j'ai les souhaits exaucés avec le 9 de coupe. Et donc, toutes ces informations sont... comment? Elles ne sont pas récupérées gratuitement. Elles servent à un intérêt personnel. Et donc, cette personne utilise ce qu'elle apprend pour se placer au bon endroit, obtenir ce qu'elle veut, satisfaire un désir ou provoquer une situation qui l'arrange. Et ça rend le double visage encore plus intéressant. C'est quelqu'un qui peut paraître très curieuse, attentive, sympathique, très proche de certaines personnes, alors qu'en réalité, elle est aussi en train d'accumuler des informations, pardon, je bégaye, qui vont lui permettre d'atteindre son propre objectif. Donc là, j'ai quelqu'un qui ne contourne pas le cadre juste pour le plaisir de contourner le cadre. Elle le fait pourquoi? Parce que ça fonctionne. Parce que jusqu'ici, ça lui a permis d'obtenir exactement ce qu'elle voulait. Et là, la question à 10 000 balles, c'était quoi ce souhait si important qu'elle était prête à jouer ce double jeu? Alors, on a le 6 de bâton avec la bonne nouvelle et on a l'abondance avec la reine de denier. Bon, là, c'est très, très limpide. En fait, elle veut gagner, être reconnue et surtout sécuriser une position confortable et avantageuse. Voilà ce qu'elle voulait obtenir. Donc son souhait, c'est pas juste d'avoir raison ou de manipuler pour le plaisir, mais elle a eu une victoire. Elle veut celle qu'on choisit, celle qu'on félicite, celle qui obtient la reconnaissance, le statut, la place ou tout simplement, pardon, celle qui ressort gagnant de toute cette histoire. Et derrière, avec l'abondance et la reine de denier, il y a aussi quelque chose de très concret. Elle cherche de la sécurité, du confort, une stabilité matérielle, une position qui pourrait lui garantir quelque chose sur le long terme. Et donc le double jeu qu'on voit depuis le début, ça pourrait finalement servir deux choses. Être valorisé publiquement et récupérer derrière une situation extrêmement avantageuse pour elle. Et là, ça devient encore plus intéressant parce que la reine de denier peut aussi représenter une femme. Donc, est-ce que cette personne cherche elle-même à devenir cette reine de denier? La femme installée, sécurisée, reconnue, qui possède la place? Ou est-ce qu'elle cherche justement à obtenir quelque chose grâce à une femme qui détient déjà cette stabilité ou ces ressources? Parce que là, ça peut carrément changer l'histoire. Et donc, est-ce que la reine de denier représente ici ce qu'elle veut devenir ou la personne dont elle veut récupérer quelque chose?
Hop. Alors, j'ai l'affrontement avec le 5 de bâton. J'ai la force et l'action avec le 8 de bâton. Et bien, en fait, elle est prête à entrer en compétition et à provoquer du mouvement elle-même. Là, ça devient beaucoup plus agressif. En fait, c'est une personne qui est dans une logique de compétition. Et donc, il y a quelqu'un en face d'elle, quelque chose qu'elle considère comme un obstacle, et elle est prête à se battre pour obtenir ce qu'elle veut. Et la force me dit qu'elle va essayer de maîtriser la situation, de garder le dessus, de contrôler ses réactions. Mais derrière, avec le 8 de bâton, ça nous montre qu'à un moment donné, elle passe à l'action, et vite. Donc là, on n'est plus dans une stratégie, là, dans une stratégie passive où elle récolte, je vais y arriver, des informations. Et elle attend que les choses tournent à son avantage. Et donc, elle pourrait provoquer une confrontation, accélérer une décision, envoyer un message, déclencher une discussion, faire circuler une information ou créer volontairement un événement qui oblige les autres à réagir. Et donc, en gros, si la situation ne bouge pas assez vite à son goût, elle va la faire bouger elle-même. Et vu ce qu'on avait avant sur le double visage, le plus intéressant maintenant, c'est de savoir quelle action précise va-t-elle déclencher pour éliminer la concurrence ou prendre l'avantage ici. Alors, j'ai l'inspiration avec l'as de bâton. Mais la reine de bâton, moi, ça me fait penser à une personne qui espère une position qui l'obsède. La femme installée, reconnue, confortable, centrale, celle qu'on écoute, qu'on considère, ébli, bla et blou. Et l'as de bâton, ça c'est le déclic. Elle voit cette place et ça lui donne envie de la prendre. Pardon. Ça réveille son ambition, sa compétition, son envie de s'imposer. Mais il y a quand même une subtilité assez croustillante. Bonjour le chat qui massacre mon fauteuil. Il peut très bien y avoir une femme qui incarne déjà cette reine de denier ici. Et cette femme devient alors son modèle. Et puis potentiellement sa rivale. Et elle pourrait dire, je ne veux pas forcément ce qu'elle possède, mais je veux être celle qu'elle est dans ce groupe. Et donc on est possiblement face à quelqu'un qui supporte mal de ne pas être le roi ou la reine du groupe ici. Mais quelle personne déclenche réellement sa jalousie parce qu'elle reçoit l'attention, la reconnaissance ou la place qu'elle estime lui revenir? Ouf, le mât. Et donc la personne qui vient lui marcher sur les plates-bandes n'est peut-être même pas quelqu'un qui était déjà installé dans le décor. J'ai une nouvelle arrivée ici. Ça peut être une nouvelle collègue, une nouvelle recrue, quelqu'un qui lance quelque chose, qui arrive avec une énergie complètement différente, ou dans un cercle amical, une nouvelle personne qui débarque et qui plaît immédiatement ici. Et ce qui est assez drôle, c'est que le mât ne cherche même pas forcément à prendre sa place. Cette personne, elle arrive légère, spontanée, enthousiaste, elle fait son truc et naturellement, elle attire l'attention. Professionnellement, ça peut être quelqu'un qui arrive avec une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle façon de bosser, ou même une opportunité financière qui la met rapidement en lumière. Et amicalement, ça peut être la nouvelle personne qu'on trouve drôle, fraîche, différente, qu'on commence à inviter partout. Et pour quelqu'un
qui a besoin d'être le roi ou la reine du groupe, ou la personne incontournable, eh ben, c'est clairement insupportable. Parce que le pire, c'est que cette nouvelle personne ne semble même pas jouer le même jeu, en fait. Elle ne cherche peut-être même pas à concurrencer, mais elle vole la lumière, sans même essayer. Et qu'est-ce que cette nouvelle personne possède naturellement qu'elle est obligée de fabriquer d'autres là? Oh, 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 oh. Ça s'emballe. La récompense. Avec le 7 de denier. Mais voilà ce qu'elle possède que l'autre est obligé de fabriquer, c'est que cette personne n'a pas besoin de courir après la reconnaissance, elle récolte quelque chose qu'elle a réellement semé. Et donc elle peut avoir une compétence, une crédibilité, une façon de travailler, une manière d'être avec les autres, qui fait qu'avec le temps, les gens finissent naturellement par lui accorder de la valeur. Et ça, pour quelqu'un qui a besoin de contrôler son image ou de rester au centre, c'est insupportable. Parce qu'on ne peut pas vraiment lutter contre quelqu'un qui n'est même pas en train de lutter, en fait. Et donc, cette nouvelle personne, elle avance tranquillement, elle fait ses preuves, elle laisse le temps travailler pour elle, et petit à petit, en fait, elle reçoit exactement ce que l'autre voudrait obtenir immédiatement. C'est quoi? La reconnaissance, la confiance et la place. Et donc, finalement, ce qui déclenche la jalousie, c'est peut-être pas ce qu'elle fait, c'est le fait que les autres commencent spontanément à voir sa valeur ici. Et à quel moment notre jalouse comprend qu'elle est réellement en train de perdre sa place? Hop, 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 trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Attends, j'en ai 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la solitude avec le 5 de denier. On a la roue de fortune. Et on a la mort. Et donc là, c'est carrément le moment où elle se retrouve en dehors du cercle pendant que tout continue sans elle. Avec la roue de fortune à la mort, en fait, elle comprend que c'est pas juste un passage à vide, c'est le rapport de force qui a changé ici. Et donc le déclic, elle arrive quand elle se sent mise à l'écart. Quand elle n'est plus systématiquement invitée, consultée, appelée, incluse, ou tout simplement quand elle réalise que les autres peuvent parfaitement fonctionner sans elle. Et juste derrière, j'ai la roue de fortune. Donc il y a un changement de dynamique ici. Il y a des habitudes qui bougent, des affinités qui changent, une nouvelle personne qui prend davantage de place, et le centre de gravité du groupe se déplace ici. Et derrière, j'ai la mort. Et donc là, elle comprend que ce n'est pas juste on me calcule un peu moins en ce moment. Non, 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 non. Une époque est terminée. Son ancien statut, son ancienne influence, sa place de personne incontournable est complètement en train de mourir ici. Et c'est probablement là que ça devient très inconfortable pour elle. Pas parce qu'elle perd seulement de l'attention, mais en fait, elle perd un rôle qu'elle pensait acquis. Et qu'est-ce qu'elle va tenter en dernier recours pour empêcher cette nouvelle dynamique? L'apathie, le 4 de coupe. Bon là, son dernier recours, il est assez révélateur. Donc au lieu de se battre ouvertement pour récupérer sa place, en fait, cette personne pourrait faire semblant de ne plus en avoir rien à faire. Elle se met en retrait. Elle devient froide. Elle répond moins. Elle refuse certaines propositions et elle donne l'impression qu'elle est blasée, déçue au-dessus de tout ça. Mais, derrière, ça peut surtout être une manière de tester les autres. Est-ce qu'on va venir me chercher? Est-ce qu'on va remarquer mon absence? Est-ce qu'on va me supplier de revenir? Et donc, son retrait peut devenir une stratégie pour vérifier, en fait, si elle a encore du pouvoir sur le groupe. Et c'est là où ça peut devenir très drôle. C'est si cette personne
se rend compte en fait qu'il n'y a personne qui court derrière elle. Parce qu'à ce moment-là, elle risque de découvrir que le groupe continue très bien sans elle et que son petit numéro de retrait n'a absolument aucun effet. Et qu'est-ce qu'elle va faire si personne ne vient la chercher? Leadership, roi de bâton. En fait, si personne ne vient la chercher, elle va essayer de reprendre naturellement la tête. Donc, elle va revenir avec une attitude beaucoup plus affirmée, beaucoup plus visible, comme si de rien n'était, mais avec une vraie volonté de reprendre sa place. Et donc, elle peut recommencer à proposer des sorties, lancer des conversations, organiser quelque chose, prendre des initiatives, parler plus fort, occuper davantage l'espace. En gros, puisque son retrait n'a pas fonctionné, elle va tenter une autre méthode. Elle va essayer de redevenir la personne qui impulse, qui décide et qui rassemble. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on passe du cadre de coupe au roi de bâton. D'abord, je me retire pour voir si on va me remarquer. Et puis, si ça marche pas, ok, je vais vous rappeler pourquoi c'était moi la chef. Et donc là, elle ne cherche plus seulement de l'attention, elle cherche à récupérer son autorité sur le groupe ici. Et elle est prête à aller jusqu'au bout là, pour redevenir la personne centrale du groupe. La justice inversée. Bah tiens, rien que ça. En fait, cette personne, elle est peut-être prête à devenir franchement injuste dès qu'elle perd, dès qu'elle sent qu'elle perd sa place. Et donc, elle peut déformer une situation, raconter les faits d'une manière qui l'arrange, prendre parti de façon complètement biaisée, faire passer quelqu'un pour le problème, ou encore carrément créer un sentiment d'injustice dans le groupe pour récupérer du pouvoir. Et surtout, avec tout ce qu'on avait sur le double visage, moi je peux avoir quelqu'un qui ne va pas forcément attaquer frontalement, au contraire. Elle peut très bien se présenter comme la personne lésée ici. On m'a mise de côté, on me respecte plus, moi on m'a remplacée. Alors qu'en réalité, ce qui la dérange surtout, c'est de ne plus être au centre. Et donc, si elle n'arrive pas à récupérer sa place par le charme, par le retrait ou par le leadership, elle pourrait commencer à réécrire l'histoire pour que les autres se sentent coupables. Et là, franchement, j'ai envie de poser une question. Qui elle va essayer de faire passer pour responsable dans sa perte de pouvoir là? Moi, je sens bien le bouc émissaire arriver. Oh, la carte de la lamentation, 5 de coupe. Ah voilà, elle va probablement choisir quelqu'un sur qui elle peut construire une histoire de déception. Donc elle peut désigner comme responsable la personne qui, selon elle, n'est plus la même, s'est éloignée, a changé, l'a laissé tomber ou a préféré quelqu'un d'autre. Oh. Et là, ça devient très vicieux parce qu'elle va pas forcément présenter les choses comme une lutte de pouvoir, mais elle va aller adresser ça aux autres comme une blessure. Comme si elle était très triste d'avoir perdu une relation importante. Et elle va en pleurer. Alors qu'en réalité, derrière cette lamentation, il peut aussi y avoir énormément de frustration parce qu'elle n'a plus la même influence. Et donc la personne qu'elle va viser, ça pourrait être précisément celle qui a cessé de la nourrir émotionnellement, de la rassurer, de lui donner de l'importance. Ou celle qui a commencé à créer des liens ailleurs. Et là, elle peut complètement transformer une perte de contrôle en récit de chagrin. J'ai tellement donné, je comprends pas ce qui s'est passé, je suis vraiment déçue. Bref, elle se fait clairement passer pour la grande perdante dans l'histoire, pendant qu'elle désigne subtilement quelqu'un comme coupable. Et quelle histoire elle va raconter aux autres pour se faire passer pour la petite victime?
pardon, c'est ici. La carte de la compassion avec la reine de coupe, la carte de l'impératrice et la carte des mensonges avec l'as des épées. Et l'avarice en 2 de paquet avec le 4 de denier. Mais elle a l'air absolument charmante, cette personne. Non mais regardez-moi ça, l'histoire qu'elle va raconter, quoi. Donc elle va se présenter comme la personne bienveillante de l'histoire. Celle qui a soutenu, qui a écouté, qui a été présente, qui a pris soin des autres, celle qui a énormément donné sans rien demander en retour. Entre guillemets. Sans rien demander en retour, entre guillemets. En gros, moi j'ai toujours été là pour tout le monde. Et ensuite, j'ai le mensonge avec le 7 d'épée. Donc, ici, le tirage nous dit que cette version-là, elle est complètement arrangée. Elle ne raconte pas toute l'histoire, cette personne. En gros, elle sélectionne les morceaux qui lui permettent d'apparaître comme la personne généreuse, aimante et presque maternelle. Et donc, elle laisse soigneusement de côté ce qui aurait pu montrer ses propres stratégies, ses comportements dégueulasses ou ses responsabilités. Et en 2 de paquet, on a l'avarice avec le 4 de nuée. Alors ça, c'est délicieux. Parce que derrière la grande histoire de la femme qui donne tellement, j'ai quelqu'un qui, au contraire, peut avoir énormément du mal à lâcher. À lâcher une place, une influence, une personne, un statut dans un groupe. Et donc, peut-être que son fameux « j'ai tellement donné » cache surtout autre chose. J'avais cette place et je ne supporte pas qu'on me l'enlève. Et ça change complètement le visage de l'histoire. Parce qu'elle ne pleure, elle ne pleure peut-être pas seulement une relation, mais elle pleure surtout la perte de ce qu'elle considérait comme lui appartenant. Et qu'est-ce qu'elle considérait comme lui appartenir dans ce groupe? Une place, une influence, une personne, ou tout le monde, hein, possible aussi. Oh, la tour. Et en 2 de paquet, j'ai l'empereur. Et en dessous, j'ai l'instabilité. Oh, bah ça, c'est magnifique, ça. Et ben là, la conclusion, elle est absolument magistrale. Parce que je crois que tout le tirage se résume en une seule chose. Cette personne s'est construite autour du contrôle. Et donc, elle veut être celle qui décide, celle qui organise, celle qui donne le ton, celle qu'on consulte, celle autour de laquelle le groupe tourne. L'empereur, c'est la position, c'est le territoire. Ici, c'est moi qui tiens la structure. Sauf que la tour, elle arrive. Et la tour, elle négocie pas. Et donc, elle vient faire tomber exactement ce qu'on croyait solide. Tout ce qu'elle croyait essayer de maintenir, son image, son influence, sa place centrale, son ascendant, tout ça, ça devient instable. Et c'est ça qui est presque ironique dans ce tirage, c'est plus elle sent que ça bouge et plus elle essaie de reprendre le contrôle. Plus elle essaie de reprendre le contrôle, plus elle montre pourquoi les autres commencent justement à prendre leur distance. Elle voulait rester l'empereur du groupe, ou l'impératrice, vous adaptez. Mais à force de vouloir absolument conserver son trône, elle pourrait elle-même provoquer sa tour. Et derrière, j'ai l'instabilité. Donc non seulement son ancienne place, elle ne tient plus, mais je pense qu'elle ne sait même plus exactement comment la récupérer. Elle a tout essayé. Le charme, le retrait, la victimisation, le leadership, le récit arrangé, le contrôle. Et malgré tout ça, la dynamique, elle continue de changer. Et donc la conclusion ici du tirage, elle est in fine assez simple. Elle ne perd pas sa place parce que quelqu'un la lui vole. Elle la perd parce que le groupe n'accepte plus de fonctionner autour d'elle. Et ça, pour quelqu'un qui avait besoin d'être le roi ou la reine, c'est probablement la pire chose qui pouvait arriver. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et à bientôt. Salut!